Donc Jean-Pierre, pour commencer, salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Alors, j'ai appelé ça donc USA, la puissance en action. Ce que je lis et ce que j'entends partout, c'est que Biden va trop loin, trop fort, qu'il arrose le sable, que 1900 milliards, on n'en a pas besoin, et que derrière, la machine américaine va rentrer en surchauffe et dérégler le monde entier. Voilà, en gros, si tu veux, ce qu'on entend énormément autour de ce plan Biden. Donc, je voulais voir ce que tu en penses et toi. Ça, c'est les cris d'orfraie traditionnels lancés par les économistes européens. Faut pas aller trop loin. Faut surtout se modérer. On ne sait jamais. Si on crée trop d'emplois, on ne sait jamais. Si jamais le taux de chômage au scandale revenait vers les 3,5%, qui, comme tu le sais, allait générer forcément beaucoup d'inflation. Tu ne te rappelles pas des discours il y a 4 ans après l'élection de Trump, en novembre 2016, on disait comment une relance budgétaire et fiscale, parce que Trump, il y a 4 ans aussi, a lancé une relance budgétaire et surtout fiscale, en plein emploi. Oh là là, ça va générer des tensions, l'inflation va exploser, les taux d'intérêt vont exploser, ça va être la cata. Résultat des courses, ce plan de relance budgétaire et fiscale qui a été amorcé en 2017 aux États-Unis, il a permis à la croissance américaine sur les 3 ans précédents la pandémie de Covid-19 d'avoir une croissance plus forte que sur les 8 ans précédents, d'avoir des gains de productivité plus élevés, d'avoir des créations d'emplois plus élevées, d'avoir des augmentations de salaires plus élevées, notamment pour le décile inférieur, d'avoir des gains de productivité parce que les entreprises qui étaient en pression très forte à cause de la surchauffe, ont été obligées de faire des gains de productivité, de mieux utiliser les équipements et les hommes. C'est ça qu'on a vu. On a vu des investissements dans les nouvelles technologies progresser, dans la propriété intellectuelle progresser. On a vu des gens qui étaient marginalisés, la pauvreté dans les minorités ethniques diminuer. Voilà la réalité. Et le salaire, Trump a été un président social, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le poids des salaires dans la valeur ajoutée a progressé. Si tu regardes le décile inférieur, ceux qui gagnent le moins aux États-Unis, les 10% de salaires les plus faibles, ça a dépassé évidemment pas le niveau, mais la courbe a dépassé les déciles supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la situation des plus vulnérables aux États-Unis. Voilà, et c'est ça ce qu'on a appliqué, c'est la surchauffe. Et ça marche bien la surchauffe parce que même si l'inflation redémarre un peu, elle va redémarrer, elle va passer au-dessus de 2, même de 3, mais on s'en fout. Si c'est le prix à payer pour une accélération, si c'est accélération macro, pour des créations d'emplois et pour redonner de l'espoir dans le pays. C'est ça qu'on devrait faire en Europe. Voilà, pour arrêter le désespoir. Jean-Pierre, c'est passionnant. Et puis Trump aurait dû t'embaucher pour sa campagne. Mais ça aurait peut-être mieux marché. Il n'y a pas eu Covid en fait, parce que les Américains le savent ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est Trump, on l'écoute pas. Mais tout ce qu'il disait sur la vitalité historique de l'économie américaine se confirme aujourd'hui. C'est ça en fait. Absolument. Ne parie jamais contre l'Amérique, comme l'a dit récemment Warren Buffett. Oui, l'Amérique, c'est toujours se relever. Et c'est vrai, depuis 250 ans, c'est le cas. Mais néanmoins, c'est à coup de dépenses publiques colossales. Je sais bien que tu es dans une logique très intéressante, d'ailleurs, dont il faudra qu'on reparle, qui sera au cœur sans doute de notre campagne présidentielle, autour de la dette, de l'accroissement de la dette, de la dépense publique, du rôle des banques centrales, etc., qui est le sujet qui nous passionne, toi et moi. Néanmoins, est-ce qu'il y avait... Tu vois, c'est ça le sujet, c'est est-ce que tu as besoin d'en faire tant pour atteindre ces résultats? Est-ce que, en gros, l'efficacité est documentée? Tout ce que tu me dis, je l'entends, mais est-ce qu'en faisant moins, finalement, tu n'aurais pas eu les mêmes résultats? C'est un peu ça le sujet. Mais non, tu as un taux de chômage. Et le calcul que font les économistes. Vas-y. Tu as un taux de chômage aux États-Unis officiellement à 6,2%. Si tu l'ajustes du taux de participation d'avant Covid-19, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui ont quitté le marché du travail à cause de Covid. Donc ils ne sont pas intégrés dans le calcul du taux de chômage. Il faut juste préciser ça. Un taux de participation, c'est les gens qui cherchent un emploi, voilà, tout simplement, et qui se considèrent finalement dans la sphère de l'emploi sans même en avoir. Voilà, exactement. C'est-à-dire ce sont des gens qui soit bossent, soit des gens qui recherchent activement un emploi, en fait, fondamentalement. Et il y a tellement de gens qui ont quitté
il y a des millions de gens qui ont quitté le marché du travail, qui ont perdu espoir, en fait, fondamentalement. Et que tu peux retrouver, c'est-à-dire pas seulement les chômeurs, les demandeurs d'emploi actifs aujourd'hui, mais que tu pourrais potentiellement retrouver en ayant de la croissance, en particulier dans tous les secteurs qui vont fortement rebondir, tu vas voir, au cours des prochains mois, tous les secteurs à forte proximité sociale, qui intègrent beaucoup de gens qui ne sont pas toujours très qualifiés, en particulier dans l'hôtellerie, restauration, les loisirs, les grands parcs américains, etc. Bah, tu vas les voir retrouver de l'espoir. C'est ça. Et alors quand j'entends les cris d'orfraie des gens qui, par exemple, à la Commission européenne, ont mégoté pendant des mois en négociant avec les grands labos pour gagner 3 francs 6 sous et qui vont nous coûter des semaines et des mois de retard dans le processus de vaccination. Donc non seulement avec un coût financier réel, mais un coût humain, de sentiment, de déclassement de l'Europe fondamental, qui est bien plus important d'ailleurs que le coût proprement macroéconomique et macrofinancier. Nous sommes dans des démocraties très fragiles et je ne voudrais pas me contenter aussi ici d'avoir un discours purement macroéconomique ou macrofinancier. Ça va beaucoup plus loin. Les démocraties sont très fragiles. On a besoin de redonner de la confiance durable aux gens. Et c'est ça qui va marcher, à mon avis, beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est sur 2 exercices fiscaux, mais en fait, c'est quand même sur 1 an. L'Amérique a lâché 25% de son PIB sur 1 an, à peu près, hein, c'est ça, 20-25% de son produit intérieur brut, de sa richesse. Non, mais juste sur le plan historique, on n'a jamais vu ça, Jean-Pierre. Si, en temps de guerre, il faudrait que je recalcule un petit peu, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, l'effort budgétaire a été colossal aux États-Unis. Et d'ailleurs, alors, je ne vais pas être trop provocateur ici, mais je veux dire que ce qui a vraiment permis à l'économie américaine de sortir de la Grande Dépression, c'est l'effort de guerre américain après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Bah oui, c'est triste parce que... Non, mais juste je ne crois pas que ce soit provocateur, hein, Jean-Pierre. Non, c'est la réalité. C'est admis, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Au bout de 10 ans, après 29, le taux de chômage juste avant la Seconde Guerre mondiale était de 12% encore aux États-Unis. Alors, ils étaient loin des 26% de 1933, si tu veux, au pire moment de la Grande Dépression, mais ils n'avaient pas réussi à complètement purger les effets terribles de la Grande Dépression. Et donc là, tu vois, là encore, on a encore aujourd'hui des excès de capacité avec trop de gens en dehors du coup, en fait, fondamentalement. Et je pense que c'est une bonne chose de favoriser la relance par la demande. Et je crois, en plus, que c'est pas fini, parce qu'il va y avoir un nouveau plan qui va être annoncé par Biden et par le Congrès dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur les infrastructures et les énergies renouvelables. Et là, on parle de 2 000 à 4 000 milliards, mais pas sur un exercice budgétaire. Mais d'ailleurs, alors c'est anecdotique, mais il va quand même avoir un petit défi sur les pétroles de schiste, sur ce qu'on appelle le fracking. Si le pétrole continue à remonter, c'est sûr que les gars vont recommencer, là. Et lui, il a dit qu'il voulait l'interdire purement et simplement. Donc là, il va avoir sur ces questions-là aussi sans doute un petit défi. Et puis, je voulais juste rappeler, hein, tu l'as dit, sur le dernier décile, il y a en ce moment, il se passe des choses très intéressantes du côté d'Amazon, aux États-Unis, hein, bien sûr, hein, avec des syndicats, et notamment le puissant syndicat du retail aux États-Unis, qui veut faire son entrée chez Amazon. Amazon répond, les gars, vous êtes déjà à plus de 15 $ de l'heure sur le salaire minimum que Biden renonce finalement à relever. Amazon l'a déjà fait. Donc, oui, mais c'est pour ça que c'est un faux débat, en fait. C'est plus symbolique qu'autre chose. Parce que plus de la moitié des États fédérés aux États-Unis pratiquent un salaire minimum supérieur à 7,25 $, qui est le salaire minimum fédéral décidé en 2009. Et la plupart des grandes entreprises, comme tu viens de le dire, pratiquent un salaire minimum supérieur au salaire minimum fédéral. Le salaire minimum fédéral ne touche directement que environ 1,6 million de salariés aux États-Unis, c'est-à-dire 2 fois rien. C'est-à-dire 2% de la population des salariés qui sont rémunérés à l'heure aux États-Unis. C'est-à-dire rien, en fait. C'est plus symbolique qu'autre chose. Bon alors, et ça va nous faire un violent contraste, pour le coup, un méchant contraste, mais ça va aller avec ce que tu disais sur la fragilité de nos démocraties. Tu voulais commencer à parler de Marine Le Pen, Jean-Pierre. Pourquoi est-ce que tu veux commencer à parler de Marine Le Pen ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une probabilité que j'exclus pas aujourd'hui qu'elle soit élue l'année prochaine présidente de la République française. Voilà. Ce que j'excluais il y a 5 ans, assez facilement, lorsque je parlais aux investisseurs qui me posaient la question à la fin de 2016 ou au début de 2017. Je pense qu'aujourd'hui,
il y a un tel sentiment de déclassement. Alors, c'est pas que pour des raisons économiques. Hein. La désagrégation de la société, la France morcelée, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a des gens plus qualifiés pour moi que moi pour le dire. La dégradation de l'état d'insécurité en France, et pas seulement dans les zones urbaines, également dans les zones rurales. L'échec de Macron, il faut quand même bien le dire, enfin, le relatif échec de Macron sur Covid-19, sur la pandémie, l'échec économique et sanitaire, on va dire, globalement, même si par rapport à d'autres démocraties, c'est à peu près conforme, je pense en particulier à l'Italie, à l'Espagne, tout ça crédibilise, à mon avis, et le fait aussi qu'elle a abandonné l'idée de quitter l'Union européenne et l'euro, ce qu'il avait considérablement pénalisé après son débat d'entre-deux tours face à Macron en 2017, tout ça crédibilise beaucoup plus l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen aux élections de 2022. Tu penses pas, parce que, ok, on prend du retard, machin, etc. et tout, mais bon, en septembre, ça y est, bon, je pense qu'on peut tourner la page. Et là, on se retrouve. Tourner la page, on portera encore les masques, la distanciation sociale. Il y aura encore en France, hein. En France, même oui, si on. Tu seras sur des croissances de 4, 5, 6%, des trucs qu'on n'a jamais connus. Non, mais je ne crois pas que ça va tout balayer, que ça va nous entraîner. Ça va pas tout balayer. Le souvenir de l'échec français, du déclassement, quand même, le pays de Pasteur, qui est quand même parmi les grandes démocraties occidentales, l'une des plus en retard dans le processus de vaccination, le pays qu'on nous vantait comme un pays très avancé dans le domaine de la santé, qui a été pénalisé sur les masques, sur le testing, sur le tracing et sur la vaccination. Franchement, moi je pense que ça va au-delà de la macroéconomie, Stéphane. Moi je pense qu'il ne faut pas se limiter aux performances macro, parce que si tu veux que tu aies 6 ou 7%, je crois qu'on peut avoir 7% de croissance en France. C'est pas ça qui va impressionner les gens. C'est pas ça qui va. Si, Jean-Pierre, mais bien sûr que si, tu le sens. À un moment, quand même, it's the economy stupid. À un moment, c'est quand même l'amélioration de notre situation, la frénésie de l'activité qui emporte ton jugement. Tu crois pas ça? Ah non, pas en France. Je veux dire, là, en France, les études qui ont été faites ne montrent pas, comme aux États-Unis d'ailleurs, un impact particulièrement puissant de la croissance du PIB dans les 2 ans qui précèdent l'élection présidentielle. Il y a d'autres thématiques, à mon avis, qui sont beaucoup plus prégnantes et qu'on voit d'ailleurs dans les études que je lis de la part d'instituts de sondage ou d'enquêtes qui sont menées sur le motif, la motivation du vote en faveur, notamment du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Je t'ai pas dit qu'elle serait élue parce que c'est un peu trop tôt, etc. Mais je pense qu'objectivement aujourd'hui, la probabilité qu'elle soit élue est nettement supérieure à il y a 5 ans. Alors, il se trouve que, pur hasard, hein, mais Bernard Sananès, justement, qui sonde l'opinion pour l'Institut ELAB, sera avec nous jeudi soir, donc enfin avec vous, si vous êtes avec nous jeudi. Et donc, à ce moment-là, je lui poserai la question. Ça veut dire qu'on reprendrait ce sketch, mais ce serait quand même la 3e présidentielle où on le joue, hein, ce sketch sur la tension sur la dette française, et patati et patati. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que, pour une fois, il n'y aura pas de tension très forte avant. C'est-à-dire que je pense que dans la mesure où Marine Le Pen a totalement exclu toute velléité de sortie de l'Union européenne et de la zone euro, je pense qu'elle se recentre sur cette question en tout cas, et qu'elle va essayer d'attirer les éléments de droite plus traditionnels autour d'elle. Je pense qu'il n'y aura pas de tension avant. C'est plutôt après. Parce qu'après, c'est quoi? Une fois qu'elle est à l'Élysée, après, c'est pas du tout la garantie d'avoir une majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, et c'est le désordre. Jean-Pierre, on a le temps. On a le temps d'en reparler sur l'après. Non, mais là, je prends ton point que je trouve très intéressant. Oui. C'est même si à un moment, on se met à avoir des frémissements, et plus que des frémissements dans les sondages, il n'y aura pas cette tension sur la dette. Non. Parce que justement, elle n'a plus le même discours. Et ça, effectivement, et ça, c'est très important. Par contre, après, s'il y a du désordre dans la rue, est-ce que les médias seront à 99%? Mais après, je veux dire, c'est plus après qu'il peut y avoir des tensions. Bon. C'est pas tellement avant. Raison de plus pour pas mégoter avec l'argent public et pour le déverser très très largement, Jean-Pierre. Hein? Mais très largement n'est pas antinomique d'efficacement. La macroéconomie montre que
il y a des périodes où, et je crois que nous sommes dans cette situation, où un expansionnisme budgétaire et monétaire est absolument la condition indispensable de notre redressement et de notre capacité à reprendre notre destin en main. C'est ça qui est important. N'oublie jamais que dans le vecteur principal du populisme, c'est le sentiment d'impuissance publique. On ne peut pas continuer à dire aux gens « je ne peux rien faire à cause de Bruxelles, à cause de Francfort, à cause de ceci, à cause de cela ». Voilà. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Stéphane. Reste une seconde encore avec moi parce que quelques rediffusions maintenant. Et alors, pour le coup, ça va parfaitement coller avec ce qu'on était en train de se dire, c'est-à-dire cette volonté d'accélérer en sortie de crise. C'est la volonté du groupe RAFO que vous allez peut-être découvrir. RAFO est donc, je vous le disais en sommaire, un sous-traitant de l'industrie aéronautique, travaille pour Airbus et pour Dassault. Et donc, clairement, les commandes militaires permettent d'encaisser le choc de la crise dans le secteur. Mais vous allez le voir, la filière est déjà prête à rebondir. Et RAFO vient de faire 2 acquisitions ciblées pour justement renforcer son portefeuille technologique. Nicolas Orance, le patron de RAFO, était venu nous voir et c'était en janvier dernier sur Bismart.